Le mois que l'on peut appeler dans les cinéphiles celui du Festival de Cannes a été bien rempli, car j'ai clairement l'impression qu'il y a beaucoup de distributeurs qui ont voulu tout simplement se débarrasser de beaucoup de films qu'ils avaient dans leur catalogue, et donc du coup qu'on s'est retrouvé avec plein de longs métrages à voir durant ce mois. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et d'aborder tout de suite les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de mai 2025. Certains sujets sonnent tout simplement comme des épreuves cinématographiques. Durs par leur forme, durs par leur fond, durs par la complexité et l'intensité qu'un auteur souhaite lui donner, le temps d'un moment de cinéma qui peut sonner comme une œuvre intéressante, mais également comme un long et complexe voyage dans lequel on aura du mal à émotionnellement être pleinement investi. Emmanuel Finkiel a fait de Sa chambre de Mariana un long et intense chemin de croix pour un jeune garçon et celle qui cherche à le sauver de la guerre, le temps d'un moment de cinéma qui peut sonner comme assez intense, mais qui également semble se chercher dans sa manière de nous investir dans son avancée dramatique, se posant comme un terrible et long moment dramatique, mais ne parvenant pas à pleinement et justement équilibrer son émotion à l'écran, poussant parfois le bouchon un peu loin dans le mélodramatique d'auteur. Après, il faut bien avouer que la présence extrêmement charismatique de Mélanie Thierry en tête d'affiche, parfaitement secondée par la révélation du film, le jeune Artem Kivrik, donne quelque chose de plus à un moment de cinéma qui aurait pu être plus équilibré, mais qui reste fort. Malgré sa noirceur, le film cherche la lumière, et heureusement pour nous, la trouve parfois. Dans le cliché, on peut parfois trouver de la nouveauté. Oui, je vous assure. Après, cela n'est pas forcément quelque chose de logique ou même d'évident, car on sent que la plupart du temps, les auteurs qui sont à la base de ce genre de projet ne se posent pas forcément la question de la nouveauté ou de la surprise, simplement de l'efficace, pouvant un peu laisser le spectateur de côté. Bennett et Darr arrivent à surprendre avec Des jours meilleurs, qui aurait pu sonner comme purement et simplement cliché avec son postulat convenu et sa proposition dramatique sans la moindre surprise, mais qui arrive par la justesse et la finesse de composition de son héroïne et surtout la maîtrise indéniable de son sujet, à sonner comme une belle fresque émouvante et touchante qui brille par l'élégance de ses rapports humains et par une vibrante émotion que les actrices parviennent à totalement emporter du début à la fin de cette aventure. Car oui, les actrices apportent beaucoup à ce métrage, notamment une Valérie Bonneton très bien utilisée à contre-emploi qui parvient à totalement surprendre en tête d'affiche de ce film, très joliment secondée par La Roque, surprenante, Ouazani vraiment juste et Cornillac très drôle également. Sans être détonnant, c'est vraiment prenant et touchant. Le romantique peut être un atout comme un défaut pour un cinéaste. Car au fond, je pense que l'on est tous un peu romantiques dans l'âme, sauf ceux qui se servent du romantisme pour faire des excès d'émotion, mais la plupart, je pense, des individus sont romantiques, et forcément le cinéma aime conter des romances, parfois douces, parfois sensibles, et parfois maladroites malheureusement. Daniel Minahan a ainsi souhaité faire de Les Indomptés un récit aux allures de fresques romanesques et dramatiques sur les changements d'une époque par le prisme des mœurs d'un trio de personnages, mais malheureusement, même si une partie de ce récit est assez émouvant et touchant pour nous impacter, il est également indéniable que le cinéaste se perd un peu aussi dans la logique de ses propres personnages, offrant un romantisme palpable, mais par moments qui sonne comme maladroit et fragile dans le développement notamment d'une héroïne intéressante mais pas assez passionnante. Reste que ce casting de jeunes gueules du cinéma américain est réellement bon, notamment une jeune Daisy Edgar Jones particulièrement juste, secondée à la perfection par Poulter et Elordi, tous deux vraiment bons également. Dommage que cela sonne comme très maladroit au bout du compte. Il est bon, parfois, de prendre des risques au cinéma. Je ne dis pas que cela paye toujours, mais il est bon de voir des auteurs chercher à prendre un peu de risque, à se lancer dans une direction qui puisse potentiellement surprendre ou tout du moins qui puisse donner lieu à un moment de cinéma qui nous emporte avec une surprenante maîtrise dans un genre que l'on n'aurait pas forcément imaginé. Roxy Nelberg aurait certainement voulu cela avec Coca Chicas. Mais à la place, on sent que la cinéaste se perd et ne parvient pas à totalement emporter son idée, même si sur le papier celle-ci sonnait comme attrayante et surprenante, mais au final entre les mains de l'auteur, on sent qu'il y a un manque flagrant de maîtrise de la narration, un manque évident de justesse dans le parcours des héroïnes et surtout une forme parfois presque nanardesque qui ne donne aucun relief à l'avancée des protagonistes ou même simplement aux actions qu'elles effectuent. Après le casting est assez cool, et même si Zoé Marshall n'offre rien de plus par rapport à Carjackers, dernièrement elle réussit à bien porter le film, mais c'est surtout Fadili Camara qui explose tout en acolyte badass tout du long du métrage. Malheureusement, c'est pas foufou comme projet. Les grandes dames, comme les grands hommes, inspirent les grandes histoires.
On aurait pu se dire cela, en même temps c'est un peu vrai, puisque rien que par leur présence au cœur de notre histoire, certaines ont profondément marqué les esprits, donnant parfois lieu à des moments d'émotion et de sensations tout simplement renversants, que des auteurs arrivent à emporter avec beaucoup de justesse. Margaret von Trotta, immense cinéaste allemande, avait certainement en tête de rendre un hommage brillant à l'auteur Ingeborg Bachmann au travers de ce film, et en un sens elle parvient à lui rendre justice, mais manque de finesse pour construire plus que le portrait peu subtil mais assez impactant d'une femme rongée et détruite par une relation amoureuse tortueuse, mais que la cinéaste essaye surtout de rendre émotionnelle. Et de ce côté-là, même si le pathos n'est pas fin, cela marche assez bien et donne lieu à un moment de cinéma qui réussit tout de même à nous emporter et à nous transporter dans la vie folle d'une femme hors norme. Et cette femme, elle est hors norme parce que Vicky Krieps lui donne énormément et qu'elle parvient à faire de cette émotion parfois peu subtile un véritable moyen de porter son héroïne du début à la fin du métrage le temps d'une interprétation qui marque réellement les esprits. Ce n'est pas très fin, mais selon moi ça impacte réellement le spectateur. Certaines histoires sont tout simplement folles. Et par cette folie, elles peuvent tout aussi bien sonner comme accrocheuses que comme un peu trop loufoques, voire même tellement étranges et bizarres que l'on peut choisir de mettre une distance en imaginant que tout cela est tout simplement impossible et donc que même au cinéma, cela sonne comme trop. Pourtant, Arregui et Garano ont décidé de porter à l'écran Marco, l'énigme d'une vie, le portrait complètement fou d'un homme qui a décidé de devenir le fer de lance et le porte-parole de la reconnaissance des déportés espagnols pendant la Seconde Guerre mondiale, au cœur d'un film tout simplement brillant sur de nombreux aspects, notamment une mise en scène tout simplement splendide qui joue parfaitement avec le côté tendu et tout simplement fou de cette histoire, mais qui sait également se mettre au service de l'aventure de cet homme et de son point de vue, ne sonnant pas comme un procès, mais plus comme une enquête à la recherche de réponses. Et ces réponses, la performance d'Eduard Fernandez ne les donne pas. Et tant mieux, sa prestation étant tout simplement à la hauteur de la légende de ce personnage fou de la grande histoire de l'Espagne que l'acteur porte avec une justesse et un brio confondant de crédibilité. C'est un film renversant, autant par la maîtrise de sa mise en scène que la puissance de son récit. Pas facile d'aborder certains sujets au cinéma. Que ce soit parce que le contexte fait que l'on peut se poser des questions sur la logique même qui fait la base créative et artistique d'un moment de cinéma, ou que ce soit simplement parce que dans la créativité accompagnant ce projet, on ne ressent pas forcément la justesse du propos qui se devrait d'être développé par son auteur. Avec Transmitzvah, Daniel Burman a souhaité parler de beaucoup de choses, mais avant tout du poids du passé et de l'enfance sur les changements personnels et intimes qui habitent une héroïne qui veut se reconnecter avec l'enfant qu'elle fut pour mieux comprendre sa part de féminin et retrouver sa voix, sans mauvais jeu de mots, le temps d'un moment de cinéma qui sonne parfois comme maladroit, parfois comme touchant, souvent hésitant dans sa forme comme dans son fond, mais qui marque tout de même par l'élégance de la mise en scène et la finesse de certains instants entre frères et sœurs qui donnent de la justesse à un propos parfois bancal. Mais là où il faut saluer un élément, c'est dans la prestation tout simplement parfaite de Penélope Guerrero, Yel offrant une prestation renversante de justesse et de puissance, même par moments, même si on sent qu'Yel ne chante pas vraiment, et que cela peut parfois faire un peu défaut à sa performance. Cela reste très entraînant, même si parfois c'est un petit peu maladroit. Et voici le bourrin du mois, le vrai de vrai. Celui qui n'est pas subtil, celui qui ne cherche pas à l'être, celui qui veut nous emporter dans un moment d'action qui sonne comme entraînant, qui sonne comme divertissant, qui sonne également comme radical dans sa démarche, mais qui veut aussi tout simplement jouer avec nous et avec nos attentes sur un tel pitch. David Ayer voulait certainement faire de son A Working Man un digne successeur à son peu subtil mais fun Beekeeper, et en un sens, le cinéaste américain va dans cette direction et amuse quand il se lâche, car quand il cherche à développer une forme de narration, une forme de logique ou une forme de finesse dans la composition de son héros, c'est peut-être là que le metteur en scène se perd un peu et ne parvient pas à forcément complètement divertir, simplement à faire rire, mais cela reste tout de même plaisant, voire même très satisfaisant. Et puis encore une fois, le cinéaste a la bonne idée de confier son premier rôle au charismatique et tout en muscle Jason Statham, qui nous emporte une nouvelle fois dans un moment d'action et de radicalité qui amuse beaucoup, et qui fait que même si l'on peut avoir quelques petites choses à redire, il réussit à en faire oublier certaines. C'est un bon gros actionneur con, mais très sympa. Il n'est pas toujours simple, notamment pour un auteur, de s'amuser de l'histoire. Dans le sens où la grande se plaira à rencontrer la petite, où un auteur aurait une idée entraînante et surprenante, celle de faire en sorte que quelque chose de fort, de grand, de puissant et d'imposant se mêle à une simple petite aventure qui prendrait de la perspective et de l'ampleur par son œil aguerri.
Ainsi, Cédric Klapisch décide de faire de cette venue de l'avenir un beau et intense voyage dans l'histoire contemporaine de l'humanité, le temps d'un moment de cinéma qui parvient avec beaucoup d'élégance et de finesse à se construire comme un voyage historique, mais plus simplement comme un voyage humain et touchant, qui donne lieu à une œuvre terriblement juste, qui reste classique lorsque l'on connaît le cinéma de l'auteur français, mais qui parvient tout de même à émouvoir, à transporter, à faire réfléchir aussi et à subtilement jouer avec les attentes du spectateur. Cela étant beaucoup aidé par le casting pharaonique du cinéaste français, emmené par une élégante Suzanne Lindon, couplée avec la performance folle de Abraham Wapler, merveilleux et terriblement lumineux au cœur d'un métrage dont il ressort comme étant la révélation. Un beau voyage, comme Klapisch seul semble être capable de nous en offrir. Il y a des auteurs qui semblent vouloir se répéter. Cela peut parfois donner lieu à de jolies surprises, offrant des moments de cinéma pouvant sonner comme des rendez-vous, des instants où l'on se reconnecte au style d'un metteur en scène et que l'on prend plaisir à simplement le voir nous proposer sa vision du cinéma avec ses codes et sa logique cinématographique propre. Après, les frères Dardenne nous démontrent avec leur jeune mère qu'il va vraiment falloir qu'ils cherchent un peu de nouveauté dans leur création cinématographique, car s'il est indéniable qu'une émotion se dégage de cette forme et de cette logique de composition dramatique, on ressent également que les deux cinéastes sont un peu trop en pilote automatique et que du coup, leur œuvre semble aller de l'avant sans forcément prendre le temps de créer assez de liens avec le spectateur pour nous accrocher à une émotion qui soit assez à fleur de peau pour réellement marcher sur nous et pas simplement nous toucher durant une fraction de seconde. Après, l'avantage qu'ont les Dardenne, c'est qu'ils savent diriger les acteurs. Et ici, cet ensemble de jeunes actrices, emmenées notamment par les performances de Verbeek, Houben, Faucane et Laruelle, est tout simplement parfait et donne une vraie âme à ce moment de cinéma. Moment qui reste un peu trop classique tout de même dans le style des deux cinéastes. Mettre beaucoup d'argent dans pas grand-chose n'est pas toujours une très bonne idée. Et dans le genre, j'ai l'impression que depuis quelques années, Apple TV n'a pas forcément cherché plus que cela à être fin, mais à être dépensier, à chercher à produire et construire des œuvres dantesques et imposantes, mais parfois sans forcément chercher à prendre du recul par rapport à l'idée de base. Et ainsi, Guy Ritchie se retrouve aux commandes de ce Fountain of Youth, où l'on sent clairement que le cinéaste britannique ne sait pas trop comment correctement et justement développer un moment de cinéma qui sonne comme lourd, comme poussif, comme excessif dans ses effets, qui divertit tout de même durant une majorité de son temps, mais qui ne parvient tout de même pas à nous impacter et nous emporter dans un ensemble équilibré ou même subtil, donnant plus l'impression de ne pas parvenir à équilibrer son tout, et offrant quelques scènes d'action de temps en temps qui sont plutôt amusantes, avec des courses-poursuites bien senties, mais le tout baignant dans du cliché et du facile extrêmement convenu. Et après, ce casting n'a rien de fou, John Krasinski peinant à pleinement convaincre dans le rôle titre, secondé par une Eiza González sympathique et une Nathalie Portman un peu perdue, mais qui semble bien s'amuser. C'est un divertissement lourd, penaud et pas du tout subtil. Pas simple de faire réfléchir sur le physique. On est tous, malheureusement ou heureusement, cela dépend du point de vue, obsédés ou en tout cas torturés par cette idée du physique, du semblant, de l'apparence et du regard des autres, et les auteurs aiment parler de cela, de ce besoin de réfléchir sur ce que l'on renvoie aux autres et sur ce que la société nous incite à penser de nous-mêmes. Aaron Schimberg a souhaité livrer avec A Different Man une réflexion profondément moderne et surtout accrochée à une certaine idée du cinéma autour de l'apparence et du paraître. Le temps d'un moment de 7e art qui se construit comme un drame, qui évolue comme une satire, qui passe par des moments de frisson et d'intensité qui surprennent, mais qui donne surtout lieu à un moment de cinéma surprenant et étonnant, assez déstabilisant aussi sur de nombreux points, notamment dans la composition et l'évolution du héros, mais qui pousse tout de même le spectateur dans un retranchement assez génial qui donne lieu à de vrais grands moments de cinéma. Le tout gagnant en forme grâce à la performance fascinante et captivante de Sebastian Stan en tête d'affiche, magnifiquement secondé par Renatan Reinsve et Adam Pearson, tous deux excellents dans des rôles secondaires éblouissants. Un étonnant moment de cinéma, très déstabilisant, mais également très fascinant. Le plastique, dans le sens de la forme, ne suffit pas toujours à donner du fond. Nombreux sont les auteurs à chercher à donner une forme avant de construire un fond, de donner lieu à une vraie et surprenante expérience de cinéma sortant de l'ordinaire, mais également un objet inclassable qui donne lieu à un instant suspendu dans le temps, qui pousse à l'immersion, mais également à la réflexion du spectateur.
C'est certainement ce qu'avaient en tête Thibaut et Main avec Else, film expérimental fleuve qui cherche tout aussi bien à aborder de façon romantique le rapport à l'autre, ainsi que la peur de l'inconnu à la sortie du Covid, dans un moment de cinéma mêlant fantastique et horreur, mais franchement qui devient un peu trop cryptique et énigmatique au fur et à mesure de son avancée dans notre esprit, donnant lieu à une œuvre maladroite, bancale, visuellement éblouissante, mais narrativement trop floue ou trop frêle pour donner l'impression de suivre un véritable récit de cinéma et pas simplement une jolie expérience sans grand relief. Malgré tout, Mathieu Sampeur et Edith Proust dégagent tous deux quelque chose d'assez hypnotisant, le premier par son côté candide et la deuxième par son extravagance assez délirante qui donne un joli relief à l'évolution de son personnage au fur et à mesure que le film devient flou. Cela aurait pu être une vraie bonne idée, mais à mes yeux c'est trop maladroit pour réellement tenir la route. Quand on veut raconter un film, je pense qu'il faut à la base une histoire. Je pense. Et cela n'est pas toujours donné à la majorité des auteurs de savoir comment parfaitement construire et développer une narration qui ne sonne pas simplement comme une jolie expression de ce qu'un personnage peut vivre, mais également de ce que celui-ci peut comprendre du monde et ainsi comprendre du spectateur. Rebecca Lenkiewicz avait envie de nous raconter une histoire avec Hot Milk, c'est même sûr. Mais au final, ce qui prend place devant nous sonne plus comme une vague conception de personnages et une certaine idée de ce que l'on peut se faire d'une forme de métaphore et de réflexion psychologique, mais cela ne va pas plus loin. Tant il est évident que la cinéaste se perd au cœur d'un ennui dramatique et cinématographique qui fait presque peine à voir, tant on sent qu'il n'y a rien et qu'il ne se passe rien. Et même si elle est plutôt convaincante en tête d'affiche, secondée par une Vicky Krieps assez bonne et une Fiona Shaw assez impressionnante, Emma Mackey ne tient pas vraiment la route, et sonne même comme assez molle par rapport à ce que l'on sait de son talent d'actrice. C'est vraiment, et tout simplement, très ennuyeux. Ce remake-là, il me faisait un peu peur. Pour la simple et bonne raison que l'original, qui est à mes yeux tout simplement une pépite de comédie comprenant son concept et amenant la réflexion dans une position créative et cinématographique tout simplement passionnante de bout en bout, et donc par découlement, n'a pas besoin d'être réinterprété. Et malheureusement, Patrick Cassier nous offre Un mariage sans fin, remake donc de Palm Springs, mais remake vraiment poussif et excessif dans sa caricature à la fois des personnages, du contexte, de l'idée et de ce qui accompagne nos deux héros, donnant lieu à une étrange expression qui dans sa base tient à peu près la route, voire même sonne comme assez surprenante par instant, mais qui le reste du temps, et notamment dans son dernier acte, n'arrive pas à aboutir à l'intensité et l'ingéniosité que l'on aurait pu attendre d'un tel projet. Reste qu'après, et je suis le premier à être surpris, Tarek Boudali est vraiment bon dans le rôle titre, et Camille Rault assez excellente aussi, même s'ils ne valent pas le duo d'origine, faut pas déconner non plus. C'est pas ouf, mais vraiment je pense que ça aurait pu être bien pire. Bon, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de films ce mois-ci. Et il y en a même certains que j'ai pas vus, parce qu'il y avait des trucs... j'ai pas voulu pousser le bouchon trop loin. Bravo à vous, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce long voyage des rattrapages du mois de mai. Je pense que le mois prochain sera aussi bien chargé. On va ouvrir en plus la saison vraiment claire et nette des blockbusters, donc ça va être très costaud à mon avis. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié toutes ces chroniques. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.